Le balado des ficelles est disponible partout depuis 7 ans grâce à votre soutien et votre encouragement, notamment via le Patreon qui dure seulement le temps du podcast, soit de septembre à décembre. Oui, puis il y a plusieurs paliers disponibles pour correspondre à tous les budgets. Fait qu'on vous invite à aller visiter le patreon.com/ficelle pour découvrir tous les paliers, incluant le tout dernier palier, qui est la seule manière de vous assurer à 100% d'avoir un billet pour notre événement de fin de saison. Merci! Merci! Bienvenue au segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Toto Tatatou, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie. Et après la description, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate d'OD au jouet de la semaine. Cette semaine, on vous présente le canard, un jouet qui saura vous faire fondre autant par son look très mignon que par sa stimulation par pulsion d'air enivrante. Le canard est un jouet qui stimulera votre clitoris avec ses 7 niveaux d'intensité pour votre plus grand plaisir. Vous pouvez augmenter sa force tranquillement pour faire monter la tension jusqu'au point de non-retour. Petit, il se traîne partout et est très discret au niveau sonore. Puis c'est vrai qu'il est notamment moins bruyant que d'autres qu'on a vus cette saison-ci. Il est rechargeable par aimant, alors il sera toujours prêt à l'emploi. Mais en allant voir du côté des commentaires sur le site d'Eros et compagnie, les gens sont plutôt unanimes. Meilleur achat, nous dit Fred. C'est mon premier jouet et je ne regrette pas du tout mon achat. J'ai eu mon premier orgasme avec. Il est mignon et facile à nettoyer et à ranger. Et Dani nous dit aussi « Trop cute! Dès que je l'ai vu, je suis tombée en amour. Après, c'est mon clitoris qui est tombé en amour. Le canard est mon nouveau meilleur ami. » Alors Emna, dis-moi, si le canard était un candidat ou une candidate d'OD, qui serait-il? Alors, j'attribuerais le canard à notre chum Maude. Maude, parce qu'il offre une stimulation enivrante du clitoris et qu'il pourrait être très utile à Maude pour qu'elle puisse laisser Mamadou tranquille. En attendant de retrouver son boy à Montréal, son alleged boy. On se rappelle, Maude avait dit que Mamadou, en kit de travers de la construction, was making her panties wet. C'était les mots de Raph. Et qu'elle en perdait ses os. Ben, voici autre chose que le pauvre boy avec qui t'as joué comme un yo-yo, Maude, pour te faire perdre tes os. Le vilain petit canard d'Eros et compagnie. Merci Eros et compagnie de soutenir les ficelles. Vous pouvez utiliser le code prono ficelle15 tout collé sur leur site web pour profiter d'un joli rabais sur vos achats. Bonjour à toutes et à tous. En ce jeudi 14 novembre 2024, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Mexique. Nous sommes présentement au studio chez Denise. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour, Sarah Florence Benjamin, bonjour, et moi-même, Amélie Faubert. Aujourd'hui, on revient sur les épisodes de la semaine d'Occupation Double. Je ris déjà, ça commence bien. En vous parlant de Proutgate, de la théorie des jeux et de l'amour sur le spectre. Bonjour Emna! Bonsoir Amélie! Bonjour Sarah Florence! Allô vous deux! Hey, merci d'avoir accepté notre invitation officielle. Pour nous deux, c'est comme un tout et dans tout parce que tu nous as déjà interviewé toutes les deux à différents moments dans les articles que tu écris. Puis là, t'es ici avec nous officiellement. Journaliste au très bon goût, je dois dire. Oui, effectivement. Oui. Ben, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Sarah Florence Benjamin est diplômée du baccalauréat en anthropologie ainsi que du certificat en journaliste de l'Université de Montréal. Elle a écrit pour 24 heures, en 5 minutes, Urbania et 4,95. Ça s'écrit-tu comme ça? Ça s'appelle-tu comme ça? Oui, oui. Je l'ai écrit. Oui, c'est bien ça. Elle s'intéresse aux droits des personnes queer, à la santé, ainsi qu'à une approche journalistique basée sur la vulgarisation, le témoignage expérientiel et la collaboration. Voilà pourquoi on a accepté de se faire interviewer par toi. Non, Richard Martineau. Non, c'est ça. On est dans le même bureau, mais on n'écrit pas les mêmes affaires. On est proche. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à OD? Ben dans le fond, moi, OD, je savais pas que ça existait là, quand j'étais au primaire puis au secondaire. J'avais aucune conscience de ça. Moi, c'était juste comme quelque chose qui passait au bye-bye. Même quand la nouvelle mouture avec Jay a commencé, je l'écoutais pas tant que ça. Puis j'ai commencé à l'écouter vraiment à la pandémie parce que j'étais comme, j'ai rien à faire. Ouais. Je suis seule chez nous. Il me faut quelque chose pour comme pouvoir connecter avec les gens. C'est cool, toutes mes amies vont l'écouter. Finalement, presque aucune de mes amies l'ont écouté. Puis c'est juste moi puis une autre de mes amies. Mais ça a comme cimenté un peu mon expérience de
de quarantaine, tout ça. Puis là, depuis, je l'écoute quand même religieusement, puis je suis vraiment into it. Là. Je suis vraiment comme au début, j'étais genre, ça va juste être sociologique, c'est comme une étude de société. Puis là, finalement, je suis comme 100% dedans. Là. Je suis genre, mais j'ai des stakes émotionnels dans ce qui se passe. C'est vraiment le parcours typique hein, quand les gens commencent à écouter OD. Ouais. T'avais-tu comme rattrapé toutes les anciennes saisons ou t'étais vraiment la saison pendant la pandémie? Non, je les ai pas toutes regardées. J'ai essayé de commencer Bali, puis là, j'ai vu que l'épisode genre du sexe tantrique qui est plus sur YouTube. Puis ça m'a comme découragée. Il est pas... Mais je pense qu'ils sont tous sur Nouveau. Peut-être pas nouveau, peut-être Crave maintenant. Ah, Crave, peut-être sont ils sont en train de merger. Hein. Ouais, parce que là, dans le temps, je trouvais plus l'épisode de sexe tantrique, puis j'étais comme, si j'ai pas ça, je veux rien écouter. Je comprends. Complètement. Eh bien, merci vraiment d'être parmi nous. Emna, est-ce que tu veux faire un tour d'horizon et nous dire, en fait, là, mettre les balises, ton tour d'horizon, parce que on est tout mêlés. On enregistre un mercredi soir au lieu d'un lundi soir, comme d'habitude, parce que, ben là, Farouche était sold out. Fallait bien qu'on bouge nos choses. Je m'excuse d'avoir plus d'un podcast. Fait qu'on enregistre, on fait quand même juste comme si on était un lundi soir. Oui, dans le sens où on n'a pas, en tout cas, Amé et moi n'avons pas regardé les quotidiennes de la semaine. Je vais essayer de pas vous spoiler. Peut-être que tout est à feu et à sang, qu'il reste juste genre Félix tout seul sur une île déserte en ce moment, je sais pas. Mais donc, nous parlons comme si on venait de passer à travers le dimanche. Ouais. Fait que, bref, c'est la semaine, si on recule d'une semaine, la semaine où la compatibilité buccale de Félène ou Solix est revenue. Ils ont eu maison de l'amour, ils ont eu du temps seul, loin du regard des autres, bim, badaboum, badabim, comme du vélo, c'est revenu tout seul. Et ils ont allègrement frenché. Ça, c'était le fun. On est contente pour eux autres, je pense. C'est aussi la semaine où on a eu la confirmation que Maude avait bel et bien un boy à l'extérieur de l'aventure. Il était temps. Bravo à tous celles qui avaient avancé cette théorie. Quand même surprenant de voir ça être gardé au montage de manière si explicite. Mais en même temps, elle a pas dit textbook j'ai un chum. Elle a juste parlé je sais qu'il me regarde à la télé. T'sais, j'ai un coup de foudre à l'extérieur. C'est ça. C'était comme ouvert à interprétation. Je pense que c'est pour ça que la prod se l'est justifiée. Parce que si elle avait dit mon boy m'attend, je pense pas que ça aurait passé. C'est un peu ça. Mais il like ses photos de OD, paraît-il. Ouais, il like ses photos. Hot damn! Ouais. Puis les filles avaient l'air pas super surprises de l'entendre dire ça. Tout le monde était comme, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, puis était comme, tu sais, t'es allé au bout de cette histoire-là, Maud, c'est ça ta limite, tu veux pas plus t'approcher de Mamadou, ben c'est correct. J'étais comme, allô, on vient d'apprendre nos qu'elle a un boy, what? Mais je sais pas ce qu'elle leur a dit non plus, tu sais, que c'est autre chose. Elle a clairement du piste, ils l'ont pas montré. Ouais, en tout cas, il y a Ficellou de Mylène qui a dit, rendu là, la rumeur de Maud et son boy est tellement partie que la prod s'est permis de l'inclure dans le montage. Il y a des ficellous qui étaient pas contents du fait qu'Alicia en ait pas parlé à Maude autour de la table de délibération le dimanche. Ben pas table de délibération, mais pendant le souper du dimanche soir, comme si on aurait voulu qu'Alicia peut-être la confronte un peu. On s'est demandé c'est-tu une commande de la prod, justement. Il n'y a pas eu des grosses réactions des filles. Il y a Ficellou Kim qui dit rumor has it que Maude s'est fait recruter par la prod. Donc, par défaut, peut-être qu'ils doivent la protéger un peu. Par son agence de mannequins, paraît-il, qui a déjà comme, recommandé certaines participantes, je crois. Là. Si je crois ce qu'on dit sur Bisbee / causerie sur Reddit, à prendre avec un grain de sel. Mais... Ben, c'est ça, on le sait pas avec certitude, mais ça pourrait expliquer certaines affaires. C'était aussi ça la rumeur dans le temps de Nadé. Oui, c'est vrai qu'elle s'était fait recruter. Ben, elle avait quasiment dit elle-même à OD. Sinon, moment marquant, je vais sprinkle quelques phrases de Félix parce que c'est toujours des moments marquants. Félix et Solène, justement, dans leur maison de l'amour, parlaient de... Tu sais, je pense que Solène, elle disait, moi, je veux quelqu'un qui prend le lead, quelqu'un d'ambitieux. Et là, Félix de répondre, fait que toi, tu veux qu'on part aux eaux de Granby, c'est moi qui pack la glacière. Ça, je l'ai texté à toutes mes amies. Genre, de toutes les exemples. J'étais obsessed par le zoo de Granby. Ça sera un épisode très Félix forward, hein? On tient à le... Oui, cette semaine, c'est très Félix. Il y a aussi Félix qui a dit qu'il voulait une fille maternelle, qui aime les enfants. Ça le marquait beaucoup, ça le charmait beaucoup. Bon, ça, c'est ça. Hein, c'est peut-être le côté qu'on aime moins, le côté trad de Félix. Félix qui obsède sur le comptoir de Solène aussi. Ton comptoir est tout sale, tu fais ça à la vaisselle, tu fais tout de suite quand tu finis de manger ou à la fin de ta journée, c'est bien important pour Félix. Sinon, Félix qui qualifie, on dirait qu'il commence à se tourner, hein, il est plus tant proche de Raph. Il commence à dire que Raph 4, c'est comme une vieille plante qui a été arrosée dans le jardin puis qui est restée debout. Sure, Félix, sure.
Il s'est fait offrir non seulement la Maison de l'amour cette semaine, mais une belle activité paddleboard ou lever du soleil avec Solène. Ce qui l'a fait dire « Ah, mais moi, je voulais aller au gym. » Bousculer son horaire, voilà. Faudrait pas. En tout cas, fait que ça, c'était les moments de Félix, plus particulièrement. L'image de la lune qui pète. C'était excellent. Je vais laisser Sarah Florence en parler sûrement plus longuement dans sa chronique. Thème du party, hein, si on retourne à dimanche, de plus en plus les thèmes me donnent envie de me défenestrer. J'ai envie de dire, cette semaine, c'était Cône Orange. Cône Orange... Alors que la moitié des gens viennent pas vraiment de Montréal, en plus. Là, ils sont comme, ça vous rappelle-tu Montréal? Puis comme, plein de monde de Québec, ouais. On aurait chialé. Mais en tout cas, mais oui, Ficello d'Émilie a dit... Moi, je pense qu'ils ont pris un item aléatoire dans chaque rangée du Dollarama, puis en fait, check, voilà, on a tous nos items de party. Ça ferait du sens. Je voulais revenir aussi sur Mamadou et Maude dans la dernière semaine qui ont commencé à se coller avant d'être ultimement éliminés. Là. J'étais pas bien. C'était weird. Parce que tu te dis, nous, on le sait, qu'est-ce que Maude a dit, pourquoi... Puis en même temps, en tout cas, Mamadou, il se fait encore des idées, on sait pas. On veut tellement le meilleur pour notre cher Mamadou. Pendant le party Cône Orange, tout le monde avait un accoutrement... sexy, pas sexy, casse de vélo dans le cas d'Anna. On n'a pas trop compris. On n'a pas compris. Ben, ouais, il manquait de costume, je pense. Mais ça manquait de costume, de budget de costume. Mais Raph a remarqué comment Maude apercevait Mamadou. Il regardait Mamadou avec des cœurs dans les yeux. Puis il lui a demandé « Is the harnais making the panties wet? » C'est à quoi Maude a répondu « Oui, j'ai perdu mes os. » Fait que c'est ça. Mamadou était très sexy en harnais de gars de construction. Ça a fait dire à Ficelloune Josiane que son meilleur moment de dimanche, c'était les slow-mo de Mamadou dans son costume mi-travailleur de construction, mi-danseur du 281. Oui, c'était ça pas mal. J'ai trouvé ça on point. Donc, c'est ça. Mamadou et Maude ont été éliminés. Tout le monde a choqué. Le vote secret, c'était le vote escouade du silence. Ça aurait été une belle opportunité pour... éliminer un couple entre guillemets fort, mais non, il y a juste Félix et Mamadou qui ont voté pour éliminer Mick et Anna. On va en reparler dans ma chronique. On va en reparler dans ta chronique, j'ai hâte de voir ça, mais bon, les filles semblent dire que c'est Maude qui a insisté pour l'éliminer, pour que les filles l'éliminent, qui était rendue au bout de son aventure et tout, parce que moi, jusqu'à ce moment-là, j'avais un espoir là, qu'il allait éliminer Mick et Anna, mais bon. Solène gagne des points dans les cœurs des Ficellounes, surtout quand elle fait des faces pendant que Maude parle de Mamadou. Je pense qu'on a toutes relate à ça. Aussi, en tout cas, il y a eu encore des petits événements de dénigrement, hein, si je fais référence à ma chronique de la semaine passée. Catherine L, j'ai pas hâte d'être Raph puis d'écouter les deux, là, j'ai pas hâte de... Je serais pas bien si j'étais Raph puis que j'écoutais comment Cat L parle de moi. Même chose, Anna et Mick, je trouve ça rough. T'sais, Mick, on s'entend, beige, c'est pas notre préf, ressemble à un mannequin de bobette de Sears, comme le dit Ficello de Manon. Mais en soi, il a pas fait grand-chose de mal, puis Anna le malmène, j'ai envie de dire. Ouais. Vu qu'on se doute toutes qu'elle a absolument aucun intérêt pour lui. Ça me met mal, Je suis pas contente de ça. Et en revanche, si Solène gagne des points, mais Christina en perd. Mais à vue d'œil, une vitesse fulgurante, c'est vraiment pas une des préférée de personne, surtout quand elle dit que c'est une fille de bateau, c'est une fille d'Europe, puis c'est une passenger princess. OK, Christina, sure. OK. I cannot relate. Moi, je suis une chauffeuse princesse. Moi, c'est moi qui conduis dans mon couple. Puis, genre, je pourrais une pas. Une fille de communauto. Non, mais je pourrais pas m'imaginer, genre, juste être passive, assise à côté sur le banc passager. Ah, moi, j'adore. Ben oui, moi, je suis DJ, là. Comme si je peux pas conduire, là. C'est trop important. Moi, je peux pas laisser les gens conduire, là. Genre, ma meilleure amie, elle a un char que je peux pas conduire parce qu'elle a un char manuel, puis comme c'est dur, là. T'as le pied sur la pédale invisible tout le long, là. Je comprends, mais oui. Donc, Christina. Sinon, OD Extra, jamais notre émission préférée. Ben, le prank qu'on a tout haï, je pense, où Fred annonçait à tout le monde qu'il s'était séparé d'Alicia et qu'Alicia avait quitté. Je l'ai même pas vu. Mais quand je sais, je veux dire, il était convaincant, là. Il était extrêmement convaincant. Mais je peux pas imaginer que les gens ont pensé que c'était vrai. Mais voyons, c'est donc même méchant. Pour vrai, moi, je savais que c'était pas vrai, puis j'ai braillé. Je te dis, j'ai regardé mon écran, puis je pleurais. Ils sont à fleur de peau, ils capotent, faites-leur pas ça. Mais pleurait, je sais pas qui, on dit qu'une autre fille pleurait, puis la prod crampait raide dans les coulisses, puis j'étais comme...
Mais vous avez vraiment rien à faire, la gang. Je sais pas si c'est là qu'il fallait aller. J'ai trouvé ça un peu cruel. Fallait pas y aller. Fallait pas y aller. Et le punch, parce que c'est tout le temps pour ça qu'on écoute OD Extra, c'est parce qu'il y a tout le temps un punch à la 59e minute d'OD Extra. C'est qu'il y a les anciens qui sont encore dans la maison des exclus, hein, encore une fois avec l'espèce de timeline qu'on comprend pas, genre de Melek à Mamadou Maud, là, toute cette gang-là, Bilal, puis tout, ils étaient encore là, puis ils vont avoir leur mot à dire sur le voyage. Ça a duré genre 8 jours au dé cette année. Pour vrai, oui. Mais là, fait que là, désolé la gang, on spoil pas, C'est même ça, si ça sort une journée plus tard. Peut-être qu'il y a plein de choses qui sont arrivées lundi, mardi, Est-ce que, mercredi. attends, Oui, pour il y a moi des demander, choses. il y a Moi, des j'étais à choses. jour, puis là, il s'est passé des choses. Il s'est passé bien des affaires. Là, quand vous allez me demander mes prédictions, je vais être genre... genre, Peut-être pas en faire. je vais mentir, Ah genre, oui, pour c'est vous, ça. je vais vous gaslighter. Genre. C'est épargné. Fait que voilà, encore une fois, un timeline étrange parce qu'on enregistre le mercredi, mais vous comprenez, là, hein, vous êtes capable de faire vos propres conclusions. Mais oui, de ce moment, nos chroniques seront tellement spectaculaires Oui, c'est que ça, personne ne j'en va s'en doute pas. rendre compte. Moi, un like qu'il faut que je rajoute, là, c'est le maracas. Ah, J'avais pas vu l'épisode. Puis j'ai une amie qui m'a dit faut que tu le regardes, je veux juste te dire une chose, maracas. Puis je suis comme de quoi tu parles. Là quand j'ai vu le maracas dans oui, l'épisode. j'étais comme où est-ce qu'il va arriver le maracas. Puis quand il est arrivé, j'étais comme ben voyons donc. Ben voyons donc. Oui, donc, pour les ficelles peut-être qu'ils s'en rappellent pas parce que ça commence à faire longtemps. Ouais. Dans la maison de l'amour de Solix, ça, là. Solène Qu'est-ce et que Félix. Simon dirait? Qu'est-ce que Simon Richard dirait, je sais pas. Et donc, ils se sont fait demander, y a-tu eu des rapprochements, Puis là, Solène a avoué aux filles dans le garde-robe elle avait branlé Félix. Ah! Et ce à quoi la prod... Oh, oui, écoute, hein? On va pas des mots. Ce à quoi la prod... sur la prod a rajouté un petit... Parce que Solène a fait le geste. Et à chaque fois que quelqu'un faisait le geste, la prod ajoutait un petit maracas. Pour vrai, les monteurs sont en feu. Maintenant, ils sont comme rendus au bout de la saison où ils sont comme unhinged. Genre. Ouais. Unhinged. Tout à fait. Fait que voilà pour le tour d'horizon. Merci de cet ajout, ma foi, primordial. Effectivement. Important. Mais là, on a comme skippé un bout vraiment, vraiment important de dimanche. Et c'est Sarah Florence qui va faire sa chronique là-dessus. On l'a pas oublié. On l'a pas oublié. Non, On veut vous le dire. Alors, On te lance sur le Proudgate. Ben oui, le Proudgate. Ben oui, c'est ça, si vous vous rappelez bien, c'était ce moment charnière de l'épisode de dimanche où, après avoir fait des câlins pendant genre 1 heure, Catel, Raph et Anamik, chacun de leur côté, évidemment pas les 4 ensemble, ils se sont séparés, là, pas séparés en couple, là, mais genre Kat, elle et Anna étaient comme, bon, on retourne dans la chambre des filles. Et quand elles sont parties, elles ont fait, hi, on va aller écouter à la porte. Et Mick de s'écrier, il était temps qu'elle parte, j'avais tellement envie de chier. Et Raph de sortir 5-6 petits pets juteux. Fait que là... c'est Raph qui a pété. Oui, je pense que c'est Raph qui a pété. C'est lui qui était comme un petit peu genre puis genre par-dessus les matelas des autres gars, puis c'était bien drôle, genre tout le monde riait, puis c'est comme devenu une petite névrose aussi un peu. Anna était vraiment fâchée, il arrêtait pas d'en parler, puis elle était comme mes parents vont regarder, puis tout ça, donc c'est devenu Proudgate. Oui, parce que ses parents pètent pas dans la Ben, vie. c'est Ses ça, parents c'est vont ça. jamais aux toilettes. C'est ça que Maud elle a dit, me semble, elle était comme ben oui, je pense que tes parents pètent, Anna. Fait que c'est devenu comme bien intense, puis le Mick était fâché aussi que ça devienne bien intense. Donc moi ça m'a fait penser à qu'est-ce qui se passe autour de ça? T'sais, moi, j'ai une formation d'anthropologue, puis j'étais genre, c'est quoi le truc culturel autour du pet ici? C'est mon rêve. Toujours dans la vulgarité. Fait que j'étais allée voir là-dessus, puis il y a une anthropologue qui a travaillé là-dessus qui s'appelle Kirsten Bell, à ne pas se mélanger avec l'actrice Kirsten Bell, qui a aussi parlé de pets beaucoup. Quand tu googles Kirsten Bell farts, ça te donne l'actrice qui avait beaucoup de choses à dire sur les pets, mais c'est pas important pour nous autres live up. Donc On le fera en extension Patreon. Donc, cette anthropologue australienne-là a travaillé sur les pets, puis elle s'est rendue compte que même dans le domaine de l'anthropologie où on parle de tout, les gens parlaient pas beaucoup de ça parce que même pour les anthropologues, ils trouvaient ça pas beau puis mal élevé, puis probablement que les gens qui leur donnaient leur financement trouvaient ça aussi pas beau puis mal élevé. Donc, elle a remarqué que dans la plupart des cultures, les pets, c'est mal vu, c'est considéré pas le fun. C'est vraiment en bas de tous les accidents corporels qui peuvent arriver, comme se moucher, se tousser, tousser. Plein d'affaires. Ça, péter, c'est vraiment pire. Puis, selon elle, il y a plusieurs raisons pourquoi les pets, c'est pire. D'abord, parce que ça pue.
Ben, même Benjamin Franklin, là, oui, le fameux père de l'Amérique moderne, a dit dans une lettre et une analyse sur les pets qu'il a faite, c'est un homme de la Renaissance, il fait tout, que si c'était pas de l'odeur dégueulasse, ben ça serait aussi bien vu et accepté en bonne société de se moucher et de tousser que de péter. Je suis d'accord. Et Kirsten Bell rajoute aussi que le fait que c'est invisible, ça fait qu'on peut pas échapper à un pet. Donc, quand quelqu'un pète en notre présence, c'est un peu une invasion forcée de nos sens et de notre espace personnel. Parce que contrairement à la salive, du pipi, du sang, on peut pas l'éviter parce qu'il est comme dans l'air partout. J'ai trop une grosse journée. Je pense qu'il y a des roteux puis des péteux, puis moi, je suis une péteuse, puis Moi aussi. je trouve ça... C'est pas très égal. désolant, Ouais. très désolant. Je me sens discriminée. Les rottes sont vraiment moins pires que les pets. Moi, ça parce m'écoeure que- tellement plus un rot qu'un pet. Là. Je Mais ça tiens à pue le de dire. vraiment plus proche, tu sais. Les pets, tu peux être loin et le sentir, alors que le rot, tu sais, il faut vraiment être Ah, mais dans c'est la pire. bouche. Moi, j'ai à déjà l'autre, pas eu là. le hic à cause d'un gars qui a roté en ma présence. Ben, je comprends. Ah, ben, c'est... J'étais comme, c'est terminé. Ça vient de s'éteindre. Genre, il y avait plus mes os. T'en rentrant dedans. Comme le monde, elle a C'était crevé la ses sécheresse. os. Moi, c'est terminé. Alors, La- vous le saurez, désert. vos ficelles sont des péteuses. Oui. Puis il y a aussi le fait que le pet, c'est un peu incontrôlable, puis ça nous ramène un peu au fait que notre corps n'est pas une machine qu'on peut tout à fait contrôler. Oui, on a le contrôle un peu sur quand on pète, mais on sait jamais si ça va être comme un ninja silencieux ou genre la section de cuivre au complet dans ton péteux. Donc, puis des fois, c'est pas toujours contrôlé. N'importe qui a fait un cours de pilates sait que des fois, les quatre fers en l'air, ça se peut que tu forces trop du corps, puis là, tu vas t'humilier devant toutes les madames en Lululemon. Donc, en général, c'est tabou, mais c'est une norme culturelle. Donc, ça fait que notre relation à la norme culturelle, elle va changer selon plein de choses, dont le genre. Exemple, dans Occupation Double, tu sais, boys will be boys, les gars, ça pète entre eux, c'est bien le fun. Puis les filles, des fois, c'est comme, oh là là, inacceptable. Ça change de la manière que tu as été élevé, l'importance du regard des autres sur toi, ta classe sociale, ton contexte, il y a plein d'affaires. Donc, ça explique un peu pourquoi Anna, elle a été super scandalisée. Parce que je pense qu'elle est comme très préoccupée par son image, elle est très préoccupée de la manière qu'elle va être perçue, que Mick va être perçu. Et aussi peut-être parce qu'elle a vraiment le hic de Mick, puis qu'elle se cherche des raisons. Ou les deux. Ou les deux. Moi, je pense que c'est les deux parce qu'elle a l'air d'être très stressée aussi de comment on va la percevoir. Puis de l'autre côté, t'as Maud qui est comme, ah ben, je suis sûre que tes parents pètent, Anna, tu sais. Donc on voit que c'est pas tout le monde qui conçoit le pet de la même manière. Mais en plus d'être tabou, les pets, c'est vraiment drôle parce que on l'a vu quand il y a eu le montage de la petite lune qui pète. Moi j'étais hilar, là, puis j'étais comme, pourquoi c'est si drôle, les blagues de pète? Ben, il y a des gens qui y ont pensé parce que la plus vieille blague jamais documentée de l'histoire, c'est une blague de pète. C'est pas vrai! Qui date de 1900 avant Jésus, dans l'Empire sumérien. Elle va comme suit, traduction libre de moi. Quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis la nuit des temps. Une jeune femme n'a pas pété sur les genoux de son mari. Donc, fallait être là. Fallait être là dans l'Empire sumérien il y a des milliers d'années, I guess, pour comprendre. Je m'excuse aux hommes humoristes blancs, c'est pas ta blonde te force à aller aux pommes, la pire joke, finalement, c'est celle-là. Bon, il nous manque des clés de compréhension, je pense. Mais pourquoi c'est si drôle, les jokes de pet? Dans un article dans The Conversation, le professeur de philosophie James Spiegel offre plusieurs pistes de compréhension à travers... il y a plusieurs écoles de pensée de la théorie de l'humour qui expliqueraient pourquoi les jokes de pet, c'est si drôle. La première, c'est la théorie de la supériorité. Ça vient du philosophe Thomas Hobbes, qui est un gars qui avait l'air vraiment plate d'imparté. Puis, selon lui, on rit quand on se sent soudainement supérieur à une autre personne parce qu'elle est ridicule, elle est humiliée. Donc, admettons, quelqu'un qui pile sur une pleure de banane, ça serait comme la théorie de la supériorité, parce qu'elle était comme « tu veux tomber, pas moi ». Il y a la théorie de l'incongruité qui est, elle, pensée par Kant, que c'est... On explique le rire quand t'as une juxtaposition d'éléments qui n'ont pas rapport ensemble, qui sont pas logiques. Le rire, c'est la manière de notre cerveau de gérer cette incongruité-là, de faire du sens. Donc, une joke qui fait pas de sens, j'attends que tu aies eu le punch. Le punch ici, ça avait réglé un peu l'incongruité des deux trucs. Ça, c'est sa théorie.
Et il y a la dernière théorie qui est la théorie du soulagement du côté de Freud et Herbert Spencer. C'est que l'humour survient quand on soulage soudainement une tension, un malaise, par la résolution, par la blague. Selon eux, c'est pourquoi beaucoup de l'humour tourne autour des sujets tabous et socialement inacceptables. Donc, si on revient à nos pets, ça peut marcher pour les 3 théories. Il y a la théorie de la supériorité, parce qu'on s'imagine que c'est donc bien embarrassant, admettons... Raph, il a pété à la télé devant tout le monde. Moi, je me sens supérieure à lui parce que moi, j'aurais pas pété. On peut sentir l'incongruité de il pète parce qu'il pense qu'il est tout seul, mais en fait, il est pas tout seul. Donc, la logique est pas... Ou on peut rire parce que les pets, c'est tabou. On est comme c'est interdit, c'est drôle. Donc, ça peut être plein d'explications pourquoi on trouve ça si drôle, les pets. Puis là, maintenant... Est-ce que péter en couple, c'est acceptable? Parce que là, Anna, elle avait l'air de trouver ça inacceptable, d'autres avaient l'air de trouver ça acceptable. Comme notre relation au pet, elle dépend de plein d'affaires, notre relation au pet en couple va aussi dépendre de plein d'affaires. Là, je suis allée voir un article du Huffington Post là-dessus qui est allé parler à des coachs de relations, des thérapeutes. Des coachs de pet. Des coachs de pet, comment bien péter en couple. Puis il y en a qui disent que péter en présence de son partenaire, c'est un signe d'intimité, c'est un signe de confiance, c'est un signe qu'on est bien 100%. avec notre corps et tout ça. Il y en a même qui disent que c'est un signe de meilleure vie sexuelle parce qu'on va être à l'aise de tous les petits bruits weird, de tous les fluides qui pourraient se passer, puis qu'on est moins self-conscious, mettons. Mais il y en a un autre qui dit que si les pets de notre partenaire nous mettent mal à l'aise et qu'on lui apporte ça en disant « Chérie, pourrais-tu arrêter de péter? » Et la personne... et pas sensible du tout au fait qu'on est mal à l'aise, ça peut être un signe que... Ouais, ça peut être un irritant ou un signe... Chérie, il rote. Ben, c'est la même affaire. 2 poids, 2 mesures. Ben, c'est la même affaire. Si jamais on lui dit ça me met mal à l'aise quand tu pètes autant ou que tu pètes dans tel contexte et que notre partenaire n'est pas réceptif ou réceptive, c'est un signe que peut-être il n'y a pas beaucoup de considération pour notre sensibilité, pour notre bien-être. Donc, ça serait un signe peut-être d'avoir une discussion ouverte sur... pourquoi n'as-tu pas respecté mon souhait que tu ne pètes pas dans tel contexte? contexte? Peut pas contrôler les pets. Là, ça rafle. Mais c'est un peu ça que je me disais. J'étais comme, les gens qui ont écrit ça, ils n'ont jamais habité avec quelqu'un. Ben oui, parce que c'est comme ça. à la seconde où tu habites avec ton ou ta partenaire, ça devient difficile en esti de dodger des pets puis des cacas. Là, comme... Mais il y a des gens que c'est juste à la toilette, les pets. Là. Il y a même, brièvement, on pensait qu'au Malawi, en 2011, il avait rendu les pets illégaux. Il y avait une... Je pourrais jamais aller là. Mais là, inquiétez-vous pas, c'est la prison immédiate. Ça marche plus, là, finalement. Mais c'est qu'il avait repris une vieille loi coloniale sur la pollution de l'air. Et le ministre de la Justice avait dit en entrevue à la radio, oui, ça inclut les pets. Donc, si vous pétez en public, vous allez pouvoir avoir une amende. Ça avait fait le tour du monde dans tous les médias. Et là, finalement, il s'était rétracté après avoir été la cible de tellement de critiques de comme... Excusez-moi, j'avais pas lu le projet de loi avant d'aller à la radio. Je savais pas que ça incluait pas les pets. Donc, soyez sans crainte, vous pouvez péter au Malawi et vous pouvez péter sans doute avec votre être cher aussi normalement, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est le gage d'une belle vie, une belle intimité. Donc, c'était mon tour d'horizon du Mais c'est tellement Proudgate. tabou, pour vrai. Comme, moi, je me rappelle, moi, c'était plus ce qui m'angoissait quand je datais, c'était les cacas. Oui. Puis j'en avais parlé une fois sur Feu, mon Instagram public. Mon Instagram n'est plus public maintenant, mais à l'époque, oui. Puis là, j'avais tellement eu de réponses de gens qui s'étaient trouvés, là, mais 1 million de stratégies pour faire semblant qu'il ou elle n'allait pas aux toilettes, dans le fond. Il y a des gens comme que ça quand dure ils dataient. longtemps. Là. Non, mais il y a une Ouais, fille qui me disait qu'elle traînait... Je sais pas si ça nous écoute, mais en tout cas, elle traînait une machine de bruit blanc chez sa date. Ben voyons. Parce qu'elle fait semblant qu'elle avait besoin de ça pour dormir, mais dans le fond, c'était une stratégie pour partir sa machine de bruit blanc. Puis quand comme sa date dormait, elle allait aux toilettes avec la machine de bruit blanc, puis là, elle se sentait comme protégée par sa machine de bruit blanc. Elle va avoir mal au ventre. Je suis pas médecin, là, mais je pense pas que c'est très simple. Non, c'est pas, Mais c'est pas très moi, bon. avoir fait cette espèce de sondage-là, j'étais un peu on hinge, là, je parlais de genre, je suis gênée de faire caca chez mon nouveau chum, aidez-moi, là, sur Instagram, je ferais plus ça maintenant. Maintenant, c'est privé. Mais pis les gens étaient tellement plus crazy que moi, comme là-dessus, que j'étais comme, you know what, je pense que ça va être correct. Il y a Comme, beaucoup je pense de tabous, que ça là. soit C'est correct. humain comme. d'être un peu gêné, mais à un moment donné, on comprend que comme si Mais quelqu'un c'est va parce que là- vraiment te laisser parce que tu fais caca chez lui, peut-être pas l'homme de ta vie. Mais Oui. au-delà de ça, c'est juste
normal. Ben, c'est ça. Comme moi, c'est. Tu sais, en tout cas, à ma job, en ce moment, il y a quelqu'un qui est passif-agressif dans les toilettes, puis la personne, elle laisse comme des push-push, puis des VI poop dans les toilettes. Puis là, à chaque fois, mais tu sais, moi, je suis bien élevée, j'ai même mon propre VI poop, puis j'ai besoin d'aller faire ça, là. Comme, à la rigueur, l'odeur, je peux comprendre. C'est ça. Mais là, à un moment donné, là, la personne qui fait ça, là, comme là, c'est des toilettes, là, c'est pas supposé sentir comme la rose, là. Comme c'est des toilettes, là, comme mon travail, là. Traîner un petit des allumettes. Le feu, là. Le feu. Ça va me mettre la scène de Gabrielle Étranger dans la tête toute la journée. Je sais pas, conseil, je sais pas, soyez plus à l'aise avec l'odeur du caca. Ben, reconnaissez vos collègues. L'odeur, un temps est passé. Non, mais je comprends ce que je veux dire, ça reste tellement humain, j'ai trouvé ça disproportionné, la réaction de Anna, ça avait aucun sens. Oui, mais je pense qu'il y a aussi une norme genrée là-dedans qu'on s'attend à ce que les filles soient comme « Iou, caca, iou, bitch! » Moi, je pense juste les fleurs. Mais j'ai aussi l'impression que ce qui vient déranger, c'est qu'ils disent « Oh, j'avais tellement envie de chier. Ouais, » J'ai vraiment eu l'impression que le mot « chier » a comme titillé quelque chose. C'est la succession d'événements. Oui. Il venait de passer un moment, c'est vraiment cute, puis c'est comme s'il avait menti sur le fait que lui était bien à ce moment-là, alors qu'il était pas bien du tout. Je pense que c'est plus ça qui l'a irrité, mais ouais, ça l'a donné lieu à cette névrose. Mais je pense que c'est ça, Anna, je pense qu'elle est rendue, elle overthink tout, elle est rendue tout ce que, je pense que tout ce que Mick fait, la gosse. On rappelle que ça fait 2 mois qu'ils sont enfermés dans un chalet, tout le monde ensemble. Oui, ça fait 2 mois, moins un jour qu'on le dit, nous autres, que Anna veut rien savoir de Mick. Puis personne n'avait l'air contente d'être en cohabitation mixte, donc il y a peut-être ça aussi, que ça comme les gars, ils puent, ils pètent. Mais voilà. Oh là là. Ben, merci pour ce très important tour d'horizon essentiel. Anthropologique et philosophique. Tout à fait. Merci, Sarah Florence. Ah, mais ça tombe tour. OK. Là, la gang, on enregistre plus tard cette semaine, fait que je me suis permis de faire un sujet un peu plus large là, que juste les épisodes de la semaine précédente, mais ça rejoint quand même beaucoup de discussions qui ont eu lieu dimanche passé, là, avant l'élimination de Maude et Mamadou. J'ai choisi de parler, là, je ris parce que j'espère que je vais pas m'en mêler dans mes patins, mais j'en ai parlé brièvement il y a quelques semaines, je l'ai très, très mal expliqué, semble-t-il, on the spot, la théorie des jeux, mais merci à mon amoureux économiste et au délai un peu plus long cette semaine avant l'enregistrement, j'ai pu en apprendre, je pense, suffisamment sur la théorie des jeux pour vous en parler à mon tour. Donc, de mémoire, je pense pas que les candidats d'OD ont parlé autant de stratégie dans les éditions les plus récentes que cette année, surtout grâce à notre allegedly neurodivergent préféré, Félix. On en reparlera après, mais bon. On sait que Félix est un développeur logiciel. On peut présumer qu'il a un certain background en mathématiques. On a su par Sarah Florence tantôt qu'on voyait cette théorie dans les maths de cégep. Fait que... puis, ben, mon chum, chaque fois qu'on écoute OD ensemble, il est toujours comme « Oh my God, Félix, c'est sûr, il joue à rebours. » Là, j'étais comme... Il joue à rebours? Ouais, puis là, j'étais comme, mais dis-moi en plus, mon chéri, qu'est-ce que tu veux dire, il joue à rebours? Comme moi, j'ai fait Aurélette, là, je comprends pas, tu sais. Fait que, parce que je pense que c'est vraiment un terrain de sable nouveau, là, des joueurs qui sont autant stratégiques, puis qui ont pas juste l'air de, tu sais, être stratégiques dans le playbook OD, mais d'essayer, tu sais, de manipuler un peu, puis d'avoir vraiment réfléchi à ça comme un jeu, pour oui, c'est ça, de vraiment traiter ça comme un jeu, puis de se dire comment je vais faire, c'est quoi mes moves pour me rendre jusqu'à la fin, tu sais. Fait que je vais commencer par vous expliquer, peut-être un peu laborieusement, les bases de la théorie des jeux, puis après, on va l'appliquer à la saison d'OD, vous allez voir. Fait que la théorie des jeux, en fait, c'est une modélisation des choix qui s'offrent aux joueurs ou joueuses d'un certain jeu, puis des résultats possibles, mais tout ça en fonction des choix des autres. OK. Fait que c'est les choix que toi tu fais, mais que tu dois faire en fonction de ce que tu penses que les autres vont faire pour te rendre comme à la fin. Là, je sais pas si vous avez vu ce film avec Russell Crowe, A Beautiful Mind. Ça vous dit quelque chose? C'est genre le mathématicien Absolument. Qui vire en fait, c'est l'histoire de la vie du gars qui a inventé la théorie des jeux, Nash, notre ami Nash. Dans le fond, puis là-dedans, il y a comme une scène où il explique, dans le fond, ça va peut-être vous dire quelque chose, mais c'est le dilemme du prisonnier pour expliquer comme la théorie des jeux. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ça. Fait que dans le fond, c'est comme 2 criminels qui se font pincer en même temps pour un crime, mais ils se font interroger séparément. Fait que là, que vont-ils faire, dans le fond? Fait que là, c'est comme un schéma. Là. Fait que criminel 1, criminel 2. Puis là, si le criminel 1 se tait, mettons, puis que le criminel 2 se tait aussi, fait que comme personne va se dénoncer, ben là, ils vont faire, mettons, un petit peu de prison les deux, mais pas plus. Mais là, si le criminel 1, mettons, va dire « Moi, je dirais rien, je vais pas stouler », mais le criminel 2, lui, confesse, puis il dit « Non, c'est l'autre gars qui a fait
mettons, le crime, ben là, le 1 va ramasser la peine de prison au complet, puis le 2 va rien ramasser. Fait que là, tu sais, puis là, si les deux se trahissent, mettons, oh non, c'est l'autre, ben là, les deux vont avoir 10 ans, mettons, de prison. Fait que ce qui compte dans le dilemme du prisonnier, en fait, c'est que tu sais pas ce que l'autre va choisir. Fait que toi, faut que t'évalues, mettons, c'est quoi le meilleur outcome pour moi dans la situation en sachant pas ce que l'autre personne va faire. Fait que c'est pour ça que je te disais quand tu parlais du vote secret tantôt, là. Okay. Fait que le résultat, tu sais, dans le dilemme du prisonnier, le résultat le plus avantageux, évidemment, serait que les deux ferment leur boîte, tu sais, parce que là, les deux vont faire pas beaucoup de... c'est ça, pas beaucoup de prison, tu sais. Mais ce qui arrive en pratique, à peu près tout le temps, selon mon chum en tout cas, c'est que les deux se stoulent parce que personne veut prendre le risque d'être le dindon qui se fait pas stouler, mais qui va se faire stouler, mais que lui va pas stouler puis ramasser comme 20 ans de prison. Fait que c'est ça. Fait que l'enjeu, c'est d'évaluer là, qu'est-ce que l'autre personne va faire, quelle option est la moins poche. Fait que la théorie des jeux, ça sert à ça. Ça sert à tenter de prévoir, dans le fond, quel choix va être le plus payant en fonction de ce que les autres vont faire dans le jeu, alors que tu peux pas vraiment contrôler. Ou en tout cas, tu peux essayer, là, comme Félix essaye un peu de se dépatouiller là-dedans, mais tu peux pas voter à leur place. Fait que là, c'est comme ton choix quand tu travailles en théorie des jeux, c'est que tu vois comme une espèce de grille de conséquences. Fait que qu'est-ce qui est le plus avantageux? C'est sûr que Félix, il voit la grille dans sa tête. Moi, en tout cas, c'est ça. Fait que dans la théorie des jeux, les stratégies, là, ça devient des interactions stratégiques qui sont des interactions où les participants doivent tenir compte des gestes des autres, puis du fait que les autres tiennent aussi compte de nos gestes. T'sais, ça va comme dans les deux sens quand t'es vraiment comme un guy de théorie des jeux. Fait que les joueurs cherchent à maximiser leurs gains en prenant compte des contraintes du jeu, puis face au... Qu'est-ce que tu fais? Tu vois un graphique de Félix? Je suis sur l'Instagram de Félix. Oui, c'est ça. Fait qu'ils cherchent à maximiser leurs gains avec les contraintes du jeu, puis en étant contre les joueurs, les joueuses adverses. Fait qu'on cherche, dans le fond, avec la théorie des jeux, à modéliser... C'est vraiment un truc de maths, là, de manière mathématique, et mes amis du secondaire doivent rire en ce moment, parce que moi, j'ai à peine passé mes maths 4-26, mais... Fait qu'on veut modéliser de façon mathématique les options qui s'offrent aux différents joueurs-joueuses en fonction des règles. Ça, c'est très important. Puis, pour déduire s'il y a des stratégies qui se distinguent après. C'est quoi les stratégies les plus payantes? Fait que moi, j'ai aucune hésitation à affirmer que Félix connaît fort probablement la théorie des jeux. Ensuite, il y a certains joueurs-joueuses qui vont décider qu'ils vont avoir une stratégie dominante. Fait que ça, c'est la stratégie qui va maximiser leurs chances, peu importe ce que font les autres. Donc, Christina et Alexandre. Ben, c'est ça que je m'en vais. Fait que, tu sais, mettons dans un jeu où tout le monde est identique, là, qu'il y a personne qui... Tu sais, tout le monde, les joueurs sont identiques, ben, on peut tous avoir la même stratégie dominante. On passe, mettons, à des jeux comme le Monopoly ou le Clou. Tu sais, tout le monde part de la même base, puis après ça, c'est pas mal la même stratégie tout le temps. C'est juste le jeu, comment il est designé, tu sais. Mais on peut aussi avoir plusieurs stratégies, tu sais, analyser tout ça, puis c'est Nash, là, notre gars du début, qui lui crée un équilibre de Nash. Ça, c'est une situation où le jeu aboutit naturellement, si tout le monde applique tout le temps la même stratégie dominante. C'est pas nécessairement payant pour OD, parce que tout le monde a des stratégies dominantes. Fait que, mettons, une saison d'OD peut-être plus traditionnelle, où tout le monde se match dans les premières semaines, puis là, les couples sont toutes plates égales, puis ils sont juste chacun dans leur coin. C'est quoi la saison qu'on a vu ça? Il y a pas une saison récemment où c'est arrivé? Ah, la saison avec Jimmy puis Claudia? Ouais, tout le monde était à peu près comme, genre, tout le monde était à peu près matché, puis c'était plate, puis on se rappelle même plus qui est allé en finale, puis c'est Jimmy puis Claudia qui ont gagné. Fait que ça sont séparés de même. Ben, c'est ça. Mais là, après ça, si les jeux sont répétés ou séquentiels, fait que là, on se rapproche plus de OD parce qu'à chaque semaine, il y a une élimination, à chaque semaine, les choses changent. Là, c'est plus difficile d'établir une stratégie dominante. Ça devient comme plus complexe de se dire comment est-ce que ça va être toujours payant de me mettre juste en couple avec quelqu'un ou de faire d'autres choses. Fait qu'ils doivent... là, les joueurs doivent établir comment jouer à chaque étape ou à chaque ronde en fonction des rondes précédentes. Si vous me suivez encore, OK, c'est bon. Parce que ouais, fait que là, puis là, c'est là qu'on arrive à rebours, là, pour identifier c'est quoi les stratégies, il faut procéder à rebours. Fait que là, dans le fond, toujours selon mon chum là, qui m'a expliqué ça, on identifie c'est quoi qui fait en sorte qu'on va gagner. Comme comment on fait pour se rendre à la victoire à la dernière ronde. Puis là, après ça,
on trouve les choix qui vont maximiser notre potentiel de succès dans l'avant-dernière ronde. Puis après ça, avant-dernière ronde, puis ainsi de suite, à reculons. Fait qu'on fait ce processus-là en ayant toujours en tête que les autres joueurs-joueuses sont aussi stratégiques et qu'ils et elles font aussi la même chose. Pas sûr qu'ils font vraiment tout ça à OD, mais moi, je pense que Félix nous l'a prouvé dans l'épisode de dimanche dernier que lui, il réfléchit comme ça. Et qu'il était seul. Il était le seul. Pour Raph, finalement, Raph a voté pour éliminer Montemar. Parce que dans le fond, ça vaut la... Je pense que c'est important de se demander, est-ce que les joueurs poursuivent exactement comme quelle stratégie? C'est-tu à cause des règles du jeu qui font en sorte que les joueurs vont toujours garder cette même stratégie-là? On le sait, le codé, c'est un jeu qui est séquentiel parce qu'à chaque semaine, il y a une élimination. Puis il faut survivre. Là. Mais en plus, il faut que tu gagnes le vote du public. Oui. Fait qu'il faut que tu te rendes jusqu'à la fin, que tu sois parmi le couple finaliste, mais que tu gagnes le choix du public pour gagner. C'est ça. Fait que c'est comme une double stratégie. Fait que là, si on l'analyse à rebours, puis vraiment, je suis sûre que c'est ça qui fait Félix quand il parle de stratégie. Pour gagner le vote du public, il faut être le couple comme le plus sympathique et attachant, non seulement parmi comme les couples en général pour se rendre, mais en plus parmi les 3 derniers couples. Parce que ça suffit pas de juste se rendre comme à la fin. Il faut qu'aussi à la fin que tu sois le plus fort. Fait que c'est comme... Puis, ben comment on gagne? Ben on gagne en se mettant en couple avec quelqu'un qui va avoir la faveur du public, puis en débarquant des couples potentiellement plus populaires, puis en survivant comme jusqu'au voyage final. Fait qu'un joueur ou une joueuse stratégique, ils vont jouer dès la première semaine en ayant ces objectifs-là en tête, même si chaque étape peut comme pas être la même. Tu sais, c'est pas la même stratégie à chaque étape, mais la stratégie globale, c'est de se rendre jusqu'à la fin. Puis... Mon Dieu, Félix et Céline vont gagner. Ben, je sais pas. Mais puis là, un élément qui complexifie toute la patente à OD, c'est que, ben, on sait pas qu'est-ce que le public va aimer. On sait pas qu'est-ce que le public va aimer chez une personne candidate dans les faits. À chaque année, c'est différent. Il y a le montage qu'on contrôle pas. Là, oui, on peut faire des hypothèses en se basant sur les éditions précédentes, puis ben, en analysant qui a gagné dans le passé, mais c'est difficile à prédire avec certitude. Mettons, moi, je savais que les Ficellounes allaient aimer Katef. J'étais pas convaincue que le grand public allait l'aimer autant que nous. Pourtant, tout le monde triche. Je pense que tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime, là. Fait que les stratégies qu'ils vont utiliser, ça reflète en partie aussi leur propre évaluation de ce qu'ils pensent, de comment ils vont comprendre c'est qui le public d'OD, qui va voter. C'est large parce que c'est rendu la société, comme le public. Oui, fait que c'est compliqué, là. Ça roule dans la tête à Félix, moi, je pense, en tout cas. C'est occupé, là. Fait que, mettons, le fait de se mettre en couple rapidement, qui est comme la stratégie peut-être la plus... typique à OD, puis de jamais justement envisager un autre partenaire ou une autre partenaire, c'est une stratégie rationnelle. Si tu penses, puis là, on va rejoindre Alexa là-dedans, si tu penses que dans ta tête, le public aime les couples qui ont, et là, entendez mes guillemets, démontré leur solidité, ou, ben non, si tu penses que le public est favorable à une conception plus traditionnelle du couple et de la famille, tu sais, Christina, Alexa, Poiliev, comme, tu sais, on n'est jamais bien loin. Fait que quand tu te mets en couple vite, ben souvent, tu vas avoir plus de temps d'écran. Bon, pour Christina puis Alexa, c'était peut-être pas vrai cette fois-ci, mais ça arrive souvent que les couples qui sont ensemble rapidement vont faire des activités, on va les envoyer en voyage, il va y avoir plus de choses, ils vont avoir des maisons de l'amour. Puis t'as plus de temps pour démontrer tes valeurs au public. Fait que ça expliquerait aussi pourquoi les candidats... Puis là, ça, c'est une autre théorie que je pense reflète Félix dans qu'est-ce qu'il pensait. Félix, il voulait pas vraiment éliminer Mamadou puis Maude la dernière fois. Parce que des gens qui sont très stratégiques dans la théorie des jeux vont vouloir garder longtemps des candidats, des candidates qui ont pas de potentiel amoureux parce que c'est clair que pour eux, c'est pas des menaces. Oui. C'est pas des menaces pour le jeu final, en fait, pour le endgame. Fait que ça sert à rien de comme consacrer... moi, j'aime appeler ça des ressources politiques, mais en fait, il a raison, là, mais comme, tu sais, d'investir du temps à essayer de les tasser quand, dans le fond, ils sont pas menaçants. Il aurait aimé mieux, Félix, se débarrasser d'Anna puis Mick. Il l'a dit, là, c'est comme là notre window là, pour s'en débarrasser. Puis, ben c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de joueuses dans OD qui opèrent selon l'hypothèse que le public doit croire à la sincérité des partenaires, tu sais. Mais comme au-delà du jeu. Je pense que c'est pour ça que Jimmy puis Claudia, ça a autant marché parce qu'ils étaient plate, mais ils faisaient des plans de bungalow ensemble. Fait que les gens étaient comme, ceux-là, ça va gagner. Puis Alexa puis Christina jouent beaucoup là-dessus. C'est ma personne. J'ai hâte de le voir en dehors du jeu. J'ai hâte qu'on soit juste dans notre salon ensemble. Fait que ça, c'est plate ensemble. C'est ça. Fait que c'est des gens qui voient le jeu comme une espèce de, tu sais...
c'est des joueurs qui vont éviter à tout prix de parler de la game dans les faits pour miser sur la sincérité, tu sais. Puis ils vont toujours motiver leurs décisions par, c'est ça, sincérité, compatibilité, potentiel de trouver l'amour. Fait que là, il y a une autre sous-théorie à la théorie des jeux qui s'appelle le transfert de responsabilité ou le blame avoidance. OK. Fait que cette perspective-là, on la voit dans les délibérations. Parce que, idéalement, ils veulent jamais se prononcer. Ils veulent attendre que... Je suis tellement tannée. Ta meilleure posture dans tannée. une délibération, dans la théorie des jeux, c'est d'être la dernière personne à parler. Parce que t'as pas à te salir les mains. Puis t'as pas à, comme, te commettre avant d'avoir entendu tout ce que les autres vont Félix, faire. il salit-tu pas mal les mains? Ben Félix, je oui, pense oui, que solide. sa neurodivergence, des fois, le jupon L'emporte. Oui, le jupon l'emporte. Je pense dépasse, qu'il y a peut-être de la misère à comprendre certains cues sociaux. Félix, tu en reparleras. Mais les autres, là, joueurs, moi, je pense pas qu'un joueur qui fait ça, nécessairement un joueur comme Félix. Je pense que ça, c'est des gens qui vont plus miser, comme on disait, leur stratégie dominante, c'est la sincérité. C'est essayer d'être, tu sais, puis peut-être moins calculateur, mais plus se dire, ben, OD, ça marche de même, fait que moi, je vais y aller dans comme OD, on trouve l'amour, comme. Ben, moi, je trouve que c'est Félix qui est plus sincère. C'est les personnes Oui. qui seraient autistes qui seraient plus sincères. Parce que Félix, il va juste dire la vérité, alors que la personne neurotypique, peut-être, mentirait en ne voulant pas se salir Oui. les mains. Mais Félix, c'est comme, je vais me salir les mains, c'est tout ce que je Mais sais faire. pas en délibération. Mais on l'a pas vraiment vu dans Non. Délibération, Félix. Ouais, Non. mais vous Parce allez le que- voir plus tard. Ok. Il y a moult discussions là-dessus et il revient de manière méta là-dessus. Il parle de moments où il dit « Moi, j'aurais pu être stratégique, puis à la place, j'ai pas fait ça. J'ai été avec Solène et j'ai suivi mon Oui, cœur. Mais vrai. ça, c'est une stratégie. Il est Oui, tout à super fait. méta. C'est une C'est ça. stratégie parce C'est que ça. lui, moi, je théorie suis dans une certaine théorie. qu'il a calculé, c'est-tu mieux de me rendre. Puis il pouvait pas le savoir, je veux dire, c'est impossible de l'avoir su que l'espèce de. Katef, qui était vue comme une espèce de chasseresse tentatrice, pouvait être aussi appréciée du public. Tu sais, moi, je pense que là, il était dans son dilemme. Il était dans son dilemme du prisonnier à se demander Ouais, qu'est-ce ouais. que le monde va aimer mieux, puis il a choisi. Je crois pas qu'il a réellement choisi son cœur avec ça. Tu En tout cas, penses? moi, je crois qu'il s'était calculé quand même ce qu'il a fait. Je sais pas. Il s'est dit, Ouais. Katef, elle a déjà passé plein de boys, Ouais. elle va être moins appréciée du public. Moi, je pense que tout ça, c'est calculé. Ça se peut. Je pense que même si c'est calculé, je pense qu'il y a une affection qui commence entre Oui. les deux. Puis que, comme tous les autres, il a fait un choix calculé, je pense. Ben oui. Je pense aussi qu'il trippait pas sur le fait que Kat avait des enfants. Comme tous les Certainement. deux. Ouais, Oui, oui. certainement. Mais c'est intéressant. Mais j'ai pas de misère à... Ben oui, c'est ça, tu vois. Puis là, c'est ça. Là, cette année, on le dit presque à chaque épisode des ficelles qu'il y a plus de discussions de games cette année. Puis là, on sait pas. En fait, moi, ce qui me questionne, c'est est-ce qu'il y en a toujours eu autant, puis il nous le montrait pas au montage? Ou là, cette année, Félix est tellement un bon comme personnage qu'ils ont comme pas le choix, tu sais, de le montrer. Mais là, on parle beaucoup de Félix, mais je pense qu'il y a Raphaël aussi qui joue beaucoup dans la stratégie. C'est juste que lui, il va plutôt se tourner vers le confessionnal pour réfléchir à voix haute. Et pas le faire après. Au lieu de... Oui, c'est ça. Mais tu sais, on a entendu Félix être très explicite sur le fait que comme ses choix de couple à éliminer sont motivés par son raisonnement à rebours dans les faits. Là. Comme par exemple, quand il a dit il dit en gros, là, je paraphrase, mais qu'il pense pouvoir battre Alexa et Christina parce qu'ils sont plates. Comme lui, il pense que c'est pas grave si eux se rendent en finale. Les gens veulent pas qu'elle se rende en finale parce que tout lui est dû, mais dans les faits, Félix, il se sent pas menacé par Christina puis Alexa. Il a complètement catché. Je pense qu'il a qu'ils sont raison. plates. Puis Il moi, a raison. oui, moi, il a fort probablement raison. Fait que, tu sais, là, ce qu'il a en tête, c'est d'assurer non seulement sa place au voyage, mais si c'est absolument Christina et Raphaël qui y vont, plus spoil ou pas, je sais pas ce qui va se passer. J'ai jamais vu OD, je sais pas ce qui se passe. Mais ce qu'il est en train d'essayer de faire aussi, c'est de s'assurer que le troisième couple, ça soit un couple moins intéressant que le sien. Fait que c'est pour ça, je crois, que quand il a dit qu'il voulait cibler le couple de Mick et Anna, c'est que d'après moi, il s'est dit dans sa tête, là, il pense pas qu'il va être en mesure de décider. T'sais, là, il y avait comme une window si tout le monde allait pas choquer, là, comme ils ont fait un cheap shot à la fin, là, mais je pense que pour lui, c'était comme sa window d'opportunité de s'en débarrasser pour avoir n'importe quel autre couple. C'est clair qu'il bat Raph pis Catel, là. Tu sais, je pense que les gens apprécient beaucoup plus Félix. Ah, tu penses? Moi, je pense que les gens aiment pas Mon vraiment Raph. étude de ça, c'est que sur Reddit, tout le monde aime Félix et Solène, mais sur Facebook, les matantes, Raph et Catel, ils les adorent. Ils sont comme ça, peut-être. c'est mon couple, c'est mon... Ah, genre, j'aime qu'ils ont des doutes, puis tout ça, puis je sais pas, peut-être que comme
leur relation un peu évitante, anxieuse, leur rappelle des doux souvenirs de relations dysfonctionnelles. Est-ce que Anna, ça marche sur Reddit? Absolument pas. Non, absolument c'est pas. ça. 0. Mais tu sais, Félix, il n'a pas accès à ça. Là. Comment tu fais pour déterminer quel couple que les matantes vont aimer? Parce que moi, j'aurais cru que Alexa et Christina, les matantes triperaient, mais pas vraiment. Non, les matantes trippent pas parce que les matantes, c'est comme à Star Academy où tout le monde tripe sur comme le underdog, la petite chenille à poil, tu sais, c'est comme c'est notre petite chenille à poil, ce couple-là, c'est comme c'est dysfonctionnel, elle a le hic tout le temps, lui il est un peu gossant, tu sais, comme il y a quelque chose d'attachant pour certaines personnes, mais les gens qui voient plus OD comme un jeu, là, eux, Félix et Solène, c'est... Alexa sont zéro relatable aussi. Ouais, c'est ça. Puis, surtout pas avec son passenger princess. Oui. Ça Puis paraît qu'elle vient de la haute. Là. Oui, elle a tellement un mauvais edit aussi, Christina, qui nous la rend pas sympathique. Non, les gars l'aiment pas. Mais ça, c'est une variable que quand tu penses en théorie des jeux, qu'à OD, c'est pour ça que c'est drôle, la théorie des jeux dans OD, parce qu'en fait, cette variable-là, elle est pas contrôlable. Tu sais, même si toi, tu penses que tu fais la bonne affaire puis que tu réfléchis autant... Moi, je pense que Félix, il se réveille la nuit pour calculer comme ces moves-là, de comme qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois pour... Parce que hors OD, t'aurais accès aux autres éléments pour pouvoir faire tes calculs. Mais, puis là, en plus, à OD, comme, tu sais, tout va... OK, tu peux gagner le vote du coup de cœur, là, mais c'est des pinottes, là. Tout va à OD. Tout va, au couple gagnant à OD. Fait que pour Félix... aller au voyage final avec des couples plus forts que le sien, ça vaut rien. Parce que il va pas avoir le vote du public, fait qu'il va tout perdre. Fait que c'est un peu ça, la théorie des jeux. Puis là, j'ai beaucoup parlé de Félix, mais pour terminer, je pense que c'est aussi important de dire que comme les joueuses qui disent qu'ils veulent pas jouer la game sont en fait stratégiques dans ce choix-là. C'est pas clair qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas stratégiques du tout à OD, mais c'est surtout vraiment mal vu de le dire. Ça a vraiment écorché des sensibilités, je pense, parmi les joueuses. Puis les gens qui disent qu'ils sont pas stratégiques, ils font quand même des choix qui vont les avantager au final, ne serait-ce que parce que ça les fait bien paraître aux yeux du public. Puis c'est ça que je pense qu'entre autres, quand les filles ont toutes voté pour éliminer Maude, parce qu'elle leur aurait dit qu'elle voulait partir, c'était vraiment facile. Ils pouvaient gonner quelqu'un en ayant une justification qui paraît bien aux yeux des matantes, aux yeux du public qui vote. Ça leur comme assure une immunité dans l'œil du public. Puis, ben, ça leur évite de passer pour des méchants. Mais ça à long maintient terme, l'illusion de la sororité, mais ça leur sert. Je comprends pas. À long terme, Alex, je suis comme... Pourquoi tu votes pour Maude Madou? C'est comme le seul couple qui aurait pu partir à la place du tien. D'après moi, c'est clairement pour ça, parce qu'elle s'est dit, je vais suivre la gang, tu sais. Puis moi, ça me protège. C'est un jeu, c'est un move safe. Ça gagne une semaine de plus, mais ça l'a fait peut-être perdre. C'est ça, mais elle, ça joue pas à rebours. Elle peut pas le savoir. Elle a peut-être juste abandonné, là, est un peu... elle a l'air cynique par rapport à ses... avec raison par rapport à ces choses. Mais moi aussi, c'est pas clair pour moi que le public, en fait, aime pas vraiment ça, les joueurs stratégiques. Pour moi, c'est pas clair a priori que, mettons, on ne pourrait pas entrer à OD. Le monde tripe sur Big Brother, là. Ben oui. Il y a pas de raison que les gens aimeraient pas. Ben, il y a des gens qui chialaient dans le thread des ficelles. Je pense, non, c'est-tu rendu Big Brother ici? Non, mais comme... les gens tripent sur Big Brother, mais ils chialent aussi sur les gens qui font de la stratégie à Big Brother, ça, alors que c'est oui, c'est ça. Mais moi, je pense que les gens aiment ça quand il y a quand même des stratégies puis des revirements. Puis comme on a trippé cette saison-ci avec Félix qui s'en allait de tous les bords, tous les côtés, qui choisit Solène, mais qui sauve Katef. On était comme, quoi? Tout le monde ensemble. Mais je pense que les gens aiment ça tant que c'est pas des trous de cul. Oui, il faut qu'il y ait une limite. C'est ça, tant qu'on dépasse pas vers l'intimidation, comme la saison. Alors voilà ma chronique mathématique. J'aurais jamais cru faire ça un jour, mais here we are. Après 3 ans et demi en couple avec un économiste, je peux explorer des sentiers inconnus officiels. Alors, j'ai tout aimé, même si au début, je t'avoue que je me sentais un peu... tu sais, on dit là, c'est un cliché des gens TDAH que... Comme quelqu'un qui se fait expliquer un jeu de société. Ah oui, juste un singe dans ta tête, fait cling, 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 cling. C'est parce que j'ai pas accès à... J'aurais dû te sortir le schéma. Le schéma, c'est vraiment clair quand tu vois le schéma, là. C'est juste que c'est... Mais là, c'est très clair. C'est très clair. Mais merci, si jamais vous voulez, les gens, vous nous direz, on vous le postera sur Facebook, le schéma. On se couchera moins niaiseuse. Parlant de Félix, on continue. On continue. Alors... Obsession pour la propreté des comptoirs. Grande passion pour la vérité et le fait de spit some facts qui pourraient sembler tabous aux yeux de plusieurs. Comparaison houleuse mais très pointue. Incapacité occasionnelle à saisir la gravité d'une situation et préférence pour faire des push-ups la tête en bas plutôt que de participer à des conversations émotives. Tels sont quelques éléments du parcours odesque de Félix
qui nous font croire qu'il est peut-être sur le spectre de l'autisme. Peut-être. Évidemment, on n'est pas des neuropsys, Non. OK? Prenez pas, puis c'est pas la première fois qu'on va le dire, prenez pas tout ce qu'on dit ici pour du cash. On vous rappelle d'ailleurs qu'on a genre 12 heures habituellement pour fondre une chronique Les Ficelles. Il était vraiment temps qu'on le redise, peut-être, parce que des fois, les gens nous prennent vraiment au pied de la lettre, mais comme... Faut pas. 12 heures, la gang. Rappelez-vous 12 qu'entre heures. le moment où OD Extra se termine, nous autres, on se Il nous reste- planifie Oui. un sujet, on dort, puis après ça, on se réveille le lundi. On travaille. On travaille, puis Oui, l'enregistrement du podcast, c'est les lundis soirs. Fait que prenez ma chronique aujourd'hui avec un grain de sel, les amis. On prétend évidemment pas avoir adéquatement diagnostiqué notre gentil E.T. téléphone maison. Mais les agissements de Félix dans certaines situations m'ont donné le goût d'explorer les différences qu'il y a dans le dating quand t'es une personne neurodivergente versus neurotypique. Il faut peut-être dire aussi on a quand même vu des gens faire des jokes avec Félix sur son autisme sur Instagram. mais Puis Sur Reddit, encore une fois, une de ses ex confirmerait la neurospiciness, Ben, mais pas c'est dans ça. quel team. OK. mais tu comprends, comme, on a quand même, on sort pas ça de notre chapeau, là, on a exploré un peu pour se permettre de... Ben, comme- on est aussi nous-mêmes un peu neurospicy, fait que ça a l'air que game recognizes game, OK? Fait que je suis tombée sur un article qui s'intitule Dating and Autism, 6 Tips for Success and Love, OK? Écrit par la docteure Amy Marshall, qui est une psychologue clinicienne quand même, les sources de mieux en mieux, je trouve. Puis elle est elle-même une personne autiste et TDAH. Fait qu'on commence par la définition, OK, pour l'autisme. Selon l'organisme Autism Speaks Canada, l'autisme, c'est une différence neurodéveloppementale permanente dans laquelle les personnes autistes perçoivent le monde, pensent et interagissent avec les autres de manière unique. J'adore cette définition. Évidemment, ces différences-là du fonctionnement du cerveau peuvent rendre l'expérience du dating et de trouver un ou une partenaire romantique assez particulière comparativement à des personnes neurotypiques. Ou, en tout cas, je fais mon coming out aujourd'hui officiel. Moi, je commence à dire pas neuroatypique au lieu de dire neurotypique. Parce que j'écoutais un podcast sur le TDAH récemment et l'animatrice disait que c'était nous, les neurodivergentes, divergentes, qui étaient cool, qui étaient des sorcières, même. Et c'est les autres qui sont moins cool, qui sont des moldus et qu'on devrait qualifier de pas neuroatypiques. Bref, donc j'utiliserai pas neuroatypique dans cette chronique. Ça roule en bouche. Ça roule en bouche. On a pu voir ces différences de perception-là dans le cadre du dating dans des émissions populaires comme la télé-réalité Love on the Spectrum et la série Atypical sur Netflix. Et maintenant, peut-être aussi du lundi au jeudi, 18h30 à nouveau depuis 9 semaines. Fait que, grâce à mes recherches, j'ai appris que les personnes sur le spectre de l'autisme ont plus de chances que les autres d'être asexuelles ou aromantiques, ce qui veut dire qu'elles ne ressentent pas d'attirance sexuelle ou amoureuse. Par contre, les personnes sur le spectre de l'autisme qui ressentent ces attirances-là déclarent souvent que ça comporte des défis. Une personne autiste interviewée anonymement par la docteure Amy Marshall lui a dit qu'un couple formé d'une personne autiste et d'une personne non autiste était similaire à un couple interracial. Bon, je suis pas certaine que dans un couple autiste-pas autiste, une des deux personnes soit surreprésentée dans le système carcéral, ou soit constamment interceptée par la police au volant, mais bon, je comprends un peu where that person was coming from. C'est-tu une personne blanche qui écrit ça? Probablement. Être en couple avec une personne neurodivergente, en général, ça comporte son lot de défis parce que les chances de malentendus ou de sentiments de rejet sont plutôt élevées. Les personnes autistes peuvent être un peu plus sensibles et spécifiques quant à leurs besoins, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont plus difficiles à aimer. Hein? La clé, c'est de comprendre l'importance de la communication, des différentes sensibilités, du toucher physique et des champs d'intérêt, selon la docteure Amy Marshall. Alors, on se rappelle, l'article s'appelle « 6 Tips ». Alors, on part. Numéro 1, la communication. Alors, la communication, c'est important pour tous les couples, évidemment, qui apprennent à se connaître, mais ça peut être particulièrement challengeant pour les personnes autistes, selon Wendella Whitcomb-Marsh, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, parce qu'elle dit que le flirt, qui inclut des cues non-verbaux subtils, ou même parfois des cues à double sens, peuvent facilement être mal compris ou carrément ratés par les personnes sur le spectre. Il y a Brad, qui est une personne autiste, qui est mariée depuis plus de 20 ans. Il a déclaré à notre docteur qu'il y a plus de chances d'avoir accès à la vérité sans filtre quand tu es avec une personne autiste. Ça peut être attachant au début, surtout quand tu es au stade d'apprendre à connaître une personne, mais ça peut aussi devenir frustrant
Par exemple, dans des moments où tu aurais besoin de tendresse, mais que la personne te sert plutôt un beau grand bol de franchise, typiquement neuro-spicy, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le French. Mettons, tu sais, quand Solène aurait voulu être rassurée sur le blocage de French qui semblait affecter tout son être, mais que Félix trouvait ça pas si grave, puis elle allait en parler absolument à tout le monde qui croisait son chemin, peut-être. Puis ce qui est drôle, c'est que les personnes sur le spectre de l'autisme peuvent avoir tendance à utiliser un style de communication plus direct qui peut être perçu comme impoli ou irrespectueux par les personnes pas neuroatypiques, mais qui est souvent apprécié par les autres personnes sur le spectre. L'autrice Wendella Whitcomb-Marsh suggère que les personnes non neuroatypiques soient patientes et évitent d'assumer des intentions qui n'ont pas clairement été exposées. Ça évite beaucoup de malentendus. Voilà pour la communication. Les sensibilités sensorielles maintenant. Beaucoup de personnes autistes ont des sensibilités sensorielles différentes, des personnes non neuroatypiques, et sont souvent plus attentives à certains stimuli, puis qui peuvent leur causer beaucoup de désarroi et même d'être carrément overwhelmed. Puis là, ça peut se manifester dans des environnements où il y a beaucoup de bruit et de mouvement. Par exemple, dans des dates traditionnelles, comme dans des restos, dans des shows de musique ou dans d'autres situations sociales. Fait que ça peut rendre le dating un peu plus complexe. Fun fact, les personnes autistes peuvent aussi être hypersensibles, ce qui se traduit entre autres par un attrait plus marqué, attention, envers le BDSM et autres kinks du genre pour combler ses besoins sensoriels. Moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Je trouve ça cute. Je trouve ça very demure. Le toucher physique, maintenant. Bon, ça, c'est vrai qu'il y a des personnes autistes plus sensibles au toucher physique que les personnes non neuroatypiques. Ça doit être un des éléments dont on entend le plus parler quand on pense aux personnes autistes. Le fait que, plusieurs d'entre elles ne sont pas confortables avec le toucher physique ou, à l'inverse, en ont grandement besoin. Mais même si les deux personnes dans le couple étaient autistes, en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'elles pourraient avoir des besoins et des niveaux de confort complètement opposés par rapport à ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de communiquer clairement nos limites et nos besoins. OK? Le traitement, le processing en bon français, des émotions, maintenant. Ça, c'est une autre affaire. Les sensibilités sensorielles, pour les personnes autistes, ne se manifestent pas seulement par le goût, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Plusieurs personnes sur le spectre ressentent les émotions vraiment vivement et intensément. Puis ça peut occasionner des petits défis pour traiter, réguler et exprimer les émotions ressenties. Fait que ça peut créer des tensions là, quand on parle de romantic feelings, surtout dans les premiers balbutiements d'une relation. Fait que ce serait essentiel que les partenaires non autistes fassent des efforts pour comprendre les perceptions de leur partenaire autiste, parce que si ton partenaire, il te le dit, là, que son cerveau est pas structuré pour percevoir le monde de la même manière que toi, puis que toi, tu ignores complètement ça, ben tu mets pas grand chance de votre bord pour que la relation fonctionne. Fait que, à considérer, les champs d'intérêt maintenant, ça c'est, je pense, ma section préférée. Les personnes autistes peuvent ressentir qu'elles connectent bien avec leur partenaire quand elles partagent les mêmes champs d'intérêt. Donc, notre autrice, Madame March, croit que si tu es une personne autiste à la recherche d'un ou une partenaire amoureux-amoureuse, ben, tu devrais peut-être aller trouver des gens qui te ressemblent dans des clubs ou des clubs de quelque chose, ou des groupes créés autour d'intérêts communs, genre des clubs de lecture, des clubs de backgammon, des clubs de via ferrata, who knows, je sais pas. Il y a un homme marié à une femme non autiste, connu sous le nom... un homme marié à une femme non autiste, pardon. Mais est-ce que lui est autiste? Un homme autiste. OK, oui, c'est ça. Donc, deux non autistes. Il manquait autiste dans ta phrase. Marié à une femme non autiste, qui est connu sous le nom de Andy Dev, dans l'article. Il a déclaré à Amy Marshall: soyez tolérant quand votre partenaire s'accroche à un champ d'intérêt que vous ne trouvez pas particulièrement important, parce qu'il y a sûrement une raison. Fait que dans le fond, pour les couples, là, j'ai essayé d'inventer un mot, interneurologique, là, je sais pas, neuromixte. Oh, neuromixte, c'est cute. Neuromixte, j'aime ça. Ou pour les couples en général qui ne partagent pas de champ d'intérêt, s'intéresser justement à ce qui allume notre partenaire, ben spoiler alert, c'est vraiment une bonne façon de connecter. D'ailleurs, Andy Dev, notre chum homme autiste marié, note que les personnes autistes expriment leur affection de manière différente, dont par infodumping. OK? Ouais. Ça, c'est quand une personne partage énormément d'informations par rapport à quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Genre, Félix et ses mille et une discussions sur la stratégie, ou Félix et son obsession pour la propreté. Ça, je trouvais que on pouvait trouver des similitudes. Mais aussi, comme Félix qui tripe sur chronométrer les choses. Mais ça, c'est une évidence, tout à fait. Comme, sans tomber dans les clichés de l'autisme. On l'a pas vu dans le sport aussi. Et le sport, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. On l'a pas vu dans le montage expliquer sa théorie de chronomètre à Solène. Peut-être que ça viendra dans les prochains mois de leur relation, qui sait.
Finalement, numéro 6, il y a la manière dont on réagit au changement. Les personnes sur le spectre ont généralement besoin de routine et de prévisibilité, ce qui leur rend la tâche de gérer le changement assez difficile. Ce qui est le fun avec mes chroniques officielles, c'est qu'ils m'apprennent plein d'affaires. La semaine passée, j'apprenais que j'avais été victime de violences psychologiques dans une précédente relation. Puis là, j'apprends que je suis peut-être sur le spectre. C'est vraiment super. J'adore tout ça. Puis tout ça, ça vient d'un besoin de sécurité. Hein? Ça peut sembler un peu rigide pour des personnes non autistes qui aiment la spontanéité, l'affaire que j'haïs le plus au monde. Mais c'est ça. C'est accroché à un sentiment de sécurité pour les personnes sur le spectre. Puis c'est important d'honorer l'importance de la routine et de la spontanéité pour que les besoins des deux partenaires soient comblés, si jamais c'est pas les mêmes besoins. Ça peut même s'appliquer à une fin de relation. Okay? Ça, c'est un exemple qui, ma foi, j'ai trouvé exceptionnel. Il y a une personne autiste qui s'est confiée anonymement à Amy Marshall pour l'article, qui lui a raconté qu'une fois, elle s'est faite crisser là par son partenaire, puis qu'elle lui a répondu « OK, j'accepte, mais pas tout de suite, s'il te plaît, parce que je suis occupée à gérer d'autres facteurs de stress. » Déjà queen. Puis elle dit que l'autre personne était probablement aussi autiste, finalement, parce qu'elle a dit « OK, c'est correct. » Puis c'est ça qu'ils ont fini par faire. Wow! Exceptionnel. Goals. Fait que, la communication, encore une fois. Fait qu'en résumé, même si les personnes sur le spectre peuvent faire face à des défis dans leur relation amoureuse, une communication ouverte et une compréhension des besoins uniques de la personne peuvent vraiment aider à réduire l'anxiété qui entoure tout le processus de dating. Fait que si vous êtes une personne autiste, sachez que vous pouvez trouver un ou une partenaire qui va comprendre vos besoins, les respecter, vouloir les combler, puis que vos besoins puis votre style de communication sont ultra valides. Puis si vous n'êtes pas une personne autiste, sachez que la compassion, ça fait de mal à personne. Et que ça peut rendre votre partenaire plus confortable dans votre relation, puis qui diantre ne voudrait pas ça? Hein? Fait que let's embrace la neurospiciness, tout le monde. C'est peut-être loin de ce qu'on connaît ou de ce dont on a l'habitude, mais ça fait des maudites bonnes saisons d'OD. Hey, merci. Je suis comme étonnée. J'aurais pas cru que les gens pensaient qu'on pouvait pas dater et être autiste. Mais c'est peut-être parce qu'une de mes bonnes amies est autiste, puis elle a comme elle est mariée, elle a un beau bébé, comme tu sais, pour moi, la vie. Elle a un mari extrêmement compréhensif. Extrêmement compréhensif, qui partage beaucoup d'intérêts communs ensemble. Et que, c'est ça, il faut ouvrir votre cœur, la gang. Là, c'est juste ça, là, ça peut. Parce que c'est ça, je l'ai répété 114 fois, ça occasionne des défis, oui, mais n'importe quelle relation de couple occasionne des défis, fait que c'est juste, tu veux-tu vraiment être avec la personne ou tu veux pas? Après, on sait pas si Solène est neurospicy aussi, on n'a pas eu de grands signes pour le moment. On pense qu'elle est peut-être anxieuse, mais ça, tu sais... compréhensible. Petite pète de 22 ans là, à la télé qui se fait dire à French Mal, j'aurais braillé, je pense. Let's embrace let's neurospicy. Yes. Merci. Est-ce qu'on fait des prédictions ou on skip cette semaine? Parce que on pourrait se faire des prédictions à long terme, genre qui on pense qui va gagner, peut-être. En tout cas, on en parle un peu. Moi, j'ai des choses à dire. Mick, Anna l'a pas éliminé, mais Anna, ça pourrait bite Alex et Diaz, je pense. Oui. Moi, j'aime beaucoup Alex et Alex, by the way. They grow on me, puis j'espère qu'ils vont rester encore une semaine. Oui, je pense qu'Alex, derrière ses allures de gars qui travaille au Econo Fitness ou Énergie Cardio, a l'air sweet, puis a l'air vraiment respectueux et bienveillant. Fait que je leur souhaite d'aller plus loin. J'ai aimé beaucoup la réaction de Alex là, à la table de délibération quand 4F râlait de la merde. 4L, pardon. 4F would never. 4F would never râle de la merde, tout à fait. Puis qu'elle est juste partie à rire en disant le 16. Moi, c'est là où elle me semblait gagner énormément de points dans le cœur de tout le monde. Elle et Solène sont juste tannées. Ils sont juste comme, là, arrêtez de mentir, la gang, on peut-tu? Mais c'est peut-être la fois où les twists se rendent le plus loin. Oui. En tout cas, dans les dernières années. Ça marche pas d'habitude des twists. Puis là, Seigneur. Puis il y en avait beaucoup cette année. Là. Il aurait pu tout passer dans le beurre. Là. Mais là, si t'avais des choses à dire, vas-y, mais sans spoiler. Sans spoiler. Là. Comme, admettons, là, je parle de toutes les couples qui restent. Puis ici, je pense qu'ils ont des chances de gagner. Alex et Alex, pantoute. Je les aime, mais les autres allons-y à rebours. Ouais, c'est ça. Les autres couples, ils pensent vraiment pas qu'ils méritent de gagner. Ils sont genre, non, des twists. Comment des twists? Des pauvres twists pourraient gagner alors que je suis là depuis la première semaine. Alors que dans les faits, les twists sont arrivés comme 4 jours. Probablement que c'est ça, 4 jours. Comme Félix et Solène se sont matchés en même temps. C'est Solène. Solène, c'est une twist. Oui, donc, Anna et Mick aussi, je pense, pas beaucoup de chance parce qu'ils n'ont aucune chimie. Anna elle a l'air d'être écœurée. Elle a l'air de genre de plus être capable de vivre avec Mick. Puis aussi, elle a un très mauvais edit aussi.
Christina puis Alexa aussi mauvais edit pour Christina. Donc, je pense qu'ils ont de fortes chances d'aller au voyage final, mais très peu de chances de gagner. Là. Je vais peut-être manger mes bas, là, mais je sais pas qui va très avec ce qu'on pense que Félix pense. Oui. Qui peut battre ces deux. Mais moi, c'est parce que ça. Moi aussi, je ne connais pas même si je suis à l'extérieur, je ne suis pas dans le jeu, je ne connais pas la variable publique. Parce que là, ce que tu nous as dit tantôt, ça m'étonne un peu. Moi, dans ma tête... Lara Vincent, les gens, ils étaient pas down. Là. Ils étaient pas down parce qu'ils qu'ils n'ont pas gagné. Oui. Mais... Je sais pas, moi, dans ma tête, un Québec qui est capable de voter pour la CAQ est capable de voter pour Mécana ou Alexa Christina. Oui, mais c'est pas le Québec de la CAQ qui vote pour OD. C'est ça, j'allais dire, non. C'est plus le Québec du PQ, moi, je pense. Oui, peut-être. Puis, il y a comme aussi la frange Reddit plus jeune. Raph, Catel, ils ont des bonnes chances de gagner. Ça me jette à terre. Ouais, moi, ça me un petit peu, mais... Mais en même temps, nos invités d'Apéro Sexo nous ont aussi dit qu'ils aimaient beaucoup Raph et Catel, puis ça m'a aussi jeté à terre. Fait qu'il faudrait peut-être que j'en revienne, mais comme moi, je ne comprends pas. Pas leur dénigrement que je trouve un peu intense, après ça, leur dynamique anxieux, évitant, machin, ça a l'air d'être assez normal et... Mais Raph... Je pense que ça leur rappelle des couples qui existent dans la vie, là, qui ont cette dynamique-là. Et Raph a l'air quand même bien aimé dans les maisons. Mais Raph, c'est tellement un scumbag. Je ne peux pas croire que les gens ne voient pas ça. Ils vont écouter les émissions, puis le monde vont avoir la gueule à terre. Ah oui, je pense. Catel puis Raph, là, il peut l'être. Ça va pas bien se passer dans 2 mois de chalet dans Laurentides. Là, je pense pas que ça va survivre à l'émission, mais il pourrait gagner. Puis moi, c'est peut-être mon souhait personnel qui parle. Je pense que Félix et Solène, ils ont des chances de gagner. Moi aussi, je pense. C'est genre, c'est mes petits bébés, je les aime donc bien. Puis, c'est Félix, il a carry le show sur son dos, là, comme il a un gros dos de même parce qu'il carry le show. Tel Atlas avec la terre. Puis Solène, elle s'en vient de plus en plus sympathique, je trouve. Vous allez voir des choses qui se passent dans les épisodes qui, pour moi, l'ont vraiment solidifié comme vraiment une participante qui a des chances de gagner. Donc, moi, je pense que ça va être un duel selon qui va au voyage. Je ne sais pas. Ça va être entre Catel et Raph et Solène Félix, je pense. Vraiment, moi aussi, je suis bien excitée. Et avant de passer aux recommandations culturelles, on voulait vous rappeler, en fait, que notre dernier événement de la saison aura lieu le 2 décembre. Ça arrive à grand pas, en même temps que la fin de session pour les gens qui sont à l'université comme moi. On ne sait pas encore s'il va y avoir des billets à vendre en dehors des billets qui seront réservés au Patreon. Alors, la meilleure façon de vous assurer une place pour l'enregistrement de l'heure de vérité, c'est en devenant membre Patreon. Et d'ailleurs, on voulait remercier les nouvelles Patreons de la semaine qui ont répondu à notre appel. Merci à Victor S.C., à Ariane, Charlotte Nadeau, à Val Baudouin, Frédéric et à Virginie Allary. Donc, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore vous abonner et on annoncera, j'imagine, très bientôt combien de billets il va rester. Il reste des billets. Alors, mais la meilleure façon de vous assurer une place, c'est de devenir membre Patreon. Voilà. Recommandations culturelles? Oui, veux-tu que je commence vu que la mienne est un peu de la boîte? Mon Dieu. Non, mais c'est pas de la boîte. Mais okay, c'est parce Don't belittle yourself. Non, mais en fait, c'est juste que, mon Dieu, mais quelle semaine de merde, là, avec Trump et les mâles alpha, ça a pas été facile. Grosse semaine pour les femmes. C'est le mois de novembre, il fait frais, il commence à faire noir, tu sais, ça va moins bien. Fait que je voulais juste vous recommander, puis je disais peut-être que c'est parce que j'ai pas le temps de faire des grandes choses culturelles ces temps-ci, mais je voulais vous recommander de vous tourner vers quelque chose de réconfortant, d'une émission réconfortante que vous avez vue peut-être 17 fois et que prévisible en fait, parce que il y a des études qui montrent que les gens qui sont un peu peut-être neurospastis mais qui écoutent à répétition des émissions dans la vie, c'est pour pallier à l'anxiété. Je dirais même pallier à toute la merde. Fait que tu sais que tu vas écouter, mettons, souvent c'est The Office là, ou tu sais The Office, Friends ou peu importe, puis que ça va être la même chose, tu sais que ça s'en va, c'est prévisible, c'est pas stressant, c'est rassurant. Moi, personnellement, une émission que j'aime beaucoup écouter, qui est un peu peut-être un underdog dans les sitcoms, c'est Superstore. Ça se trouve sur Netflix. C'est l'histoire de Cloud9, des gens qui travaillent dans une espèce de retail, là, comme on pense à Target, mettons, ou The Zellers. Puis c'est la vie des gens qui travaillent là-bas. C'est vraiment extrêmement
extrêmement drôle, puis très relatable avec... je pense que tu l'as écouté, elle sait pas de quoi que je parle, Je l'ai écouté semi, quoi, genre, j'écoutais quelqu'un qui l'écoutait, dans le fond. J'arrivais, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec ces personnages-là? Sont-ils en couple maintenant? Genre, comme, je suivais pas tout. Mais si vous avez déjà travaillé dans le commerce de détail, vous avez trouvé ça fucking drôle, c'est vraiment bon. Puis la dernière saison, en fait, c'est une saison qui a été tournée en pandémie, puis ils ont comme mis le... Ils ont pas fait semblant, là, comme dans District 31, de tourner à comme 3 mètres de distance avec des petites glaces, là, comme ils ont vraiment... Comme, fait que c'est vraiment bon, c'est réconfortant. Fait que Superstar ou n'importe quelle émission qui vous fait sentir comme si vous buviez un petit thé chaud en fin d'après-midi. Pour oublier la boîte. Oui. Ouais, Sarah Blanc. Ben moi, c'est une recommandation que peut-être qui a déjà été faite, mais qu'on va refaire. Je recommande le mouvement masculiniste au Québec, l'antiféminisme démasqué, qui est un ouvrage sous la direction de Mélissa Blais et Francis Dupuy-Derry. J'ai failli recommander ça, puis je Ben me oui. suis dit, il y a quelqu'un qui va le faire, C'est ça, c'est comme bien évident, puis je le recommande pas nécessairement à comme les ficellounes qui sont toujours en train de dénoncer les masculinismes, mais je le recommanderais aux ficellos pour que vous le lisiez, pour comme ça, après ça, vous pouvez reconnaître c'est quoi un discours masculiniste. Vous pouvez le reconnaître chez vos chums de gars quand ils le disent, puis vous pouvez essayer déradicaliser. Ben, c'est ça, les empêcher de se radicaliser. Et comme leur rappeler que ces messieurs-là qui leur promettent des affaires de comme une nouvelle masculinité, puis une nouvelle virilité, puis revenir au temps d'avant, ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Ils veulent pas rien d'autre, ils veulent pas que vous vous sentiez mieux, ils veulent profiter de votre malaise pour faire de l'argent. Donc, si ça peut vous aider à aller chercher des chums de gars qui soudainement sont arrivés dans le mauvais côté de l'algorithme TikTok, je pense que cet ouvrage-là peut vous aider à identifier ces discours-là, identifier d'où est-ce que ça vient, puis les couper vite là, quand vous voyez ça chez vos amis, parce qu'on a besoin de vous, les gars, aussi, là-dessus. Ça serait cool. Yes, please. Merci, Sarah Florence. Très pertinent. Moi, ma recommandation culturelle, c'est le livre Dans mon sang de l'animatrice Rebecca McConnell. Oui, j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'assister à une causerie entre Rebecca et Magali Lefebvre-Jean, qui est autrice d'un livre qui s'appelle Ni comme ma mère, ni comme mon père, chronique d'une femme biraciale farouche, que je vous recommanderais peut-être éventuellement. Je ne l'ai juste pas encore lu, mais je l'ai acheté. Puis c'était à la librairie féministe Le Guélion, une causerie sur les enjeux de la biracialité. Fait que je vous lis le petit résumé du livre de Rebecca. Rebecca McConnell a toujours su que sa situation familiale était hors du commun. En fouillant ses origines, elle met pourtant au jour une histoire encore plus improbable. De secrets dévoilés en révélations inattendues, elle livre un récit déconstruit et troublant, comme si on la suivait dans le passé, dans son sang, en temps réel. Moi, j'ai eu le bonheur de travailler avec Rebecca brièvement dans le temps où j'étais chroniqueuse à son émission De l'huile sur le feu à Ici Première. Elle est assez pudique. On ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle. Fait que ce récit-là, c'est vraiment une fenêtre sur tout son être. C'est un page-turner. Les chapitres sont assez courts, ça c'est super bien. Je vous le recommande chaudement. Oh, maman, oublie pas, j'allais mis sur ma liste de cadeaux de Noël. On la salue. On la salue. C'est déjà, oui, ça a passé vite. Ça a passé tellement vite, c'est comme, c'est quoi la prochaine étape? Oui. On continue. Mais on va continuer avec notre segment après. On fait une prolongation pour les Patreons. Je vais faire un petit shout-out à mes collègues du 24 heures avec qui je parle tout le temps de OD, qui vont être super fiers que je suis ici. Donc, Geneviève et Andrea, je vous shout-out. En fait, merci à toi d'être venue, mais tu peux même plus que faire un shout-out. As-tu des choses à plugger, des projets qui s'en viennent? J'ai zéro chose à plugger, franchement. On peut te suivre quelque part. Ouais. Vous pouvez me suivre à mon Instagram personnel, dont j'ai oublié le nom. C'est dire, mais qui est comme semi-personnel, semi-professionnel. Vous pouvez voir mes articles, vous pouvez voir, plus important, les choses que j'écoute sur Spotify. Ça, c'est vraiment important. Mes takes, mes mimes. Donc, c'est à Flojo, la terreur, en un mot. Sur Instagram, c'est un Instagram. Sur notre Instagram. Oui, extrêmement professionnel. Une anthropologue journaliste très, très professionnelle. Ouais, sinon, lisez le 24 heures. Il y a des affaires full pertinentes là-dessus. Puis là, on est bloqué sur tous les réseaux sociaux par Meta. Puis il y a du très, très bon contenu féministe, critique, pro-environnement qui passe là, même dans l'Empire québécois. Donc, je vous suggère de lire notre infolettre et de lire le magnifique travail de mes collègues. Merci. Merci, Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, pour la production, la diffusion et toute l'organisation derrière la grosse machine. Merci, Marie-Hélène, magicienne du montage. Merci au studio chez Denise pour l'accueil impeccable et à Mel, notre technicienne extraordinaire. Merci à Julien Simard pour le jingle et merci à vous, ficelle ou ficelloune, d'être au rendez-vous et de nous écouter. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site web de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi, d'habitude aujourd'hui jeudi. Non, il en reste plus gros, il nous reste
Genre 3 épisodes. La semaine prochaine, 3 épisodes. Puis un jour de tournage de OD probablement. Alors, merci et à bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye.